Imaginez un instant, vous n'avez que 18 ans et, lors d'une nuit qui devrait être une fête, vous êtes conduit au centre d'une salle éclairée par des centaines de bougies. Non pas en tant qu'invité, mais en tant que présent un objet à livrer. Voici l'histoire vraie d'Isabelle. Une jeune femme qui vécut en 1823, à une époque où être femme et esclave signifiait n'avoir ni voix au chapitre, ni choix, ni valeur humaine. Mais le destin lui réservait un destin inattendu, un amour si improbable qu'il allait non seulement changer sa vie, mais aussi remettre en question une société tout entière fondée sur la cruauté. Si vous aussi, vous croyez que chaque femme mérite d'être aimée et respectée, aimez-nous dès maintenant et abonnez-vous à notre chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés, une étape importante pour continuer à vous proposer des histoires touchantes comme celle-ci, celles de femmes qui ont marqué l'histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer des histoires qui vous toucheront. La salle de la ferme Santo Antonio était resplendissante en cette nuit de juin 1823. Des lustres en cristal, importés directement du Portugal, reflétaient la lumière dorée de plus de 200 bougies. Les effluves de jasmin et de rose fraîchement cueillis se mêlaient au parfum français des dames, créant une atmosphère d'opulence, contrastant fortement avec la réalité de celle qu'elle servait. Isabelle avait passé la journée entière à préparer cette fête. Ses mains, déjà calleuses à 18 ans, avaient poli chaque pièce d'argenterie, ciré chaque meuble, disposé chaque fleur. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait se passer lorsque les derniers invités arriveraient et que le véritable spectacle commencerait. Tandis que les nobles dansaient des valses viennoises et trinquaient au champagne, Isabelle évoluait dans l'ombre de la salle de bal, ramassant des verres vides, ses pieds nus glissant silencieusement sur le marbre frais. Sa robe de coton épais, délavée par l'usure, n'était qu'une ombre pâle au milieu des soies colorées et des velours brodés qui l'entouraient. Elle l'ignorait, mais ce serait la dernière nuit où elle servirait dans cette maison, comme une simple servante. Le destin, cruel et capricieux, lui réservait une humiliation qui marquerait son âme à jamais, et aussi le début d'une histoire d'amour qui défierait tous les codes d'une époque impitoyable. Le moment arriva lorsque les horloges de la maison sonnèrent minuit. Dom Francisco Mendonça et Albuquerque, le propriétaire du domaine, un homme de 55 ans à la moustache grisonnante et à la prestance imposante, se leva de la table principale. Le tintement des verres cessa peu à peu et un silence empreint d'attente s'installa dans la salle. « Mes chers amis », résonna sa voix grave sur les murs de pierre, « ce soir, nous célébrons non seulement l'union de ma chère fille Béatrice avec l'estimé colonel Rodrigo Tavares, mais aussi le renforcement des liens entre nos familles. » Isabelle, qui ramassait des plats sur la table basse, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans le ton solennel de l'homme la troublait. En symbole de cette alliance durable, poursuivit Dom Francisco, balayant fièrement la salle du regard, j'offre au nouveau couple un cadeau spécial. Il marqua une pause théâtrale, savourant l'attention de tous. Cette jeune femme, désigna-t-il directement Isabelle, une servante compétente et obéissante, servira de cadeau de mariage à la nouvelle famille. Le monde d'Isabelle s'arrêta net. Les lunettes lui échappèrent des mains tremblantes et se brisèrent sur le sol de marbre avec un bruit qui résonna comme un cri. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains amusés, d'autres calculateurs, beaucoup simplement indifférents à son humanité. « Approche, ma fille !» ordonna Dom Francisco d'un geste impatient. Les jambes d'Isabelle semblèrent s'être tournées vers le plomb. Chaque pas vers le centre de la pièce était une torture. Le murmure d'approbation des invités l'enveloppait comme un nuage toxique. « Quelle générosité !» s'exclama une dame à l'éventail. « Elle est jeune et belle !» commenta une autre en l'observant avec admiration. « Elle sera très utile à la nouvelle maison », ajouta un monsieur, et les rires qui suivirent donnèrent la nausée à Isabelle. Le colonel Tavares, un homme de 45 ans au ventre proéminent et au regard froid, examina son cadeau de la tête aux pieds. Il n'y avait aucune gentillesse dans ses yeux,
seulement la satisfaction de celui qui venait d'acquérir une nouvelle propriété. « J'apprécie votre générosité, mon cher Francisco, dit-il d'une voix rauque et pleine de satisfaction. Ce sera certainement bien dépensé. » Isabelle ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Une seule question résonnait dans son esprit, sans réponse. Comment un être humain peut-il être offert en cadeau? C'est alors qu'elle le sentit. Parmi les dizaines de regards qui la dépouillaient de son humanité, il y en avait un différent. Levant timidement les yeux, Isabelle croisa le regard d'un jeune homme appuyé contre l'une des colonnes de marbre du hall. Miguel de Mendonça et Albuquerque avait 24 ans et était le plus jeune fils de Dom Francisco. Grand, large d'épaules et aux cheveux bruns ondulés, il avait des yeux verts qui contrastaient avec sa peau légèrement bronzée. Mais à cet instant, ce qui retint le plus l'attention fut l'expression de profonde révolte qui se lisait sur son visage aristocratique. Tandis que tout le monde applaudissait la générosité de son père, Miguel serra les poings. Son regard ne quittait pas Isabelle, non pas par désir ou possession, mais avec une compassion qu'elle n'avait jamais éprouvée. C'était comme s'il la voyait, non pas comme un objet, mais comme une femme. Personne. « Ce n'est pas bien », murmura-t-il pour lui-même, trop doucement pour que quiconque puisse l'entendre par-dessus les applaudissements. Isabelle, quant à elle, ressentit quelque chose d'étrange lors de ce bref instant où leurs regards se croisèrent. Pour la première fois de cette terrible nuit, elle ne se sentait pas complètement seule. Il y avait quelqu'un là qui semblait comprendre sa douleur, partager sa révolte silencieuse. Mais la connexion ne dura que quelques secondes. Dom Francisco, remarquant l'hésitation de son fils, attira son attention d'un regard sévère. Miguel détourna le regard, mais il ne put effacer de son esprit l'image de l'unique larme qu'il vit couler sur le visage d'Isabelle. Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou total. Isabelle fut officiellement remise au colonel, qui l'examina comme on examinerait un cheval au marché. Les femmes de la famille du marié discutèrent bruyamment de leurs futures responsabilités. Cuisine, ménage, garde des enfants. Personne ne leur demanda leur avis. Personne ne se soucia de leurs sentiments. Lorsqu'elle fut enfin renvoyée, Isabelle tituba jusqu'à l'arrière de la maison, où elle dormit dans une petite chambre sans fenêtre partagée avec 2 autres domestiques. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir. Les yeux verts de Miguel Lahan, tout comme l'étrange sentiment d'avoir été, pour la première fois de sa vie, véritablement vue. Les jours qui suivirent furent une succession d'adieux douloureux. Isabelle dut laisser derrière elle les quelques amis qu'elle s'était faits à la ferme Santo Antonio, le petit jardin où elle cueillait des fleurs pour ses compositions, et même le lit inconfortable qu'elle connaissait depuis 5 ans. La ferme du colonel Tavares se trouvait à 2 lieues de là, dans une région plus aride où le travail était encore plus dur. La maison, bien que grande, manquait du raffinement de celle des Mendonça. Et la maîtresse de maison, Donna Carmen, était une femme amère de 40 ans qui compensait son propre malheur conjugal par sa cruauté envers ses servantes. « Es-tu le cadeau de mariage ?» demanda-t-elle le premier jour, examinant Isabelle de la tête aux pieds. « J'espère que tu travailles mieux que tu n'en as l'air. La paresse n'est pas tolérée ici. » Isabelle baissa les yeux et murmura « Oui, madame Carmen », corrigea sèchement sa maîtresse. « Et gardez les yeux fixés sur le sol quand vous me parlez. N'oubliez pas votre place. » Le travail était épuisant. Isabelle se levait avant l'aube pour allumer les fours, préparer le café et traire les vaches. Pendant la journée, je balayais, frottais, cousais et cuisinais. Le soir, lorsqu'elle s'allongeait enfin dans la petite chambre étouffante qu'elle partageait avec 3 autres esclaves, elle sentait à peine ses jambes. Mais c'est précisément lors d'un de ces jours épuisants que Miguel réapparut dans sa vie. C'était un samedi matin. Isabelle fut envoyée au marché du village pour faire des provisions. Portant 2 lourds paniers et vêtue de sa seule robe propre, encore rapiécée à plusieurs endroits, elle traversait la place principale lorsqu'elle entendit une voix familière, « Isabelle ». Elle se retourna, surprise. Miguel se tenait là,
élégant dans son costume de cavalier, mais avec une expression sérieuse qui contrastait avec son air jovial habituel. « Monsieur Miguel », murmura-t-elle en faisant une brève révérence et en regardant nerveusement autour d'elle. « Vous ne devriez pas. Comment êtes-vous traité ?» l'interrompit-il, ignorant les conventions sociales. Isabelle hésita. En réalité, Dona Carmen l'humiliait quotidiennement. Le colonel la regardait d'une manière qui la faisait se sentir sale, et elle recevait à peine assez de nourriture. Mais admettre cela équivaudrait à se plaindre de ses maîtres, chose impensable pour une esclave. « Je vais bien, monsieur », mentit-elle. Miguel s'approcha d'un pas et Isabelle vit que ses yeux verts exprimaient une réelle inquiétude. « Tu n'as pas à me mentir. » C'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui donnait la permission d'être honnête au sujet de sa souffrance. L'espace d'un instant, Isabelle sentit son masque de soumission vaciller, mais elle retrouva rapidement son calme. « Je dois y retourner, monsieur Miguel. Si vous me voyez ici… » Il comprit le danger qu'il représentait pour elle et recula. Mais avant qu'Isabelle ne puisse s'éloigner, il dit doucement « Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie un message par l'intermédiaire de Joan le forgeron. C'est un homme de confiance. » Isabelle hocha vivement la tête et s'éloigna, le cœur battant. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir. Leurs rencontres ultérieures furent brèves et toujours menées avec une extrême prudence. Miguel découvrit les horaires d'Isabelle au marché, au puits et à l'église le dimanche. Sans attirer l'attention, il trouvait des prétextes pour fréquenter les mêmes lieux. Parfois, il s'agissait simplement d'un regard échangé. D'autres fois, de quelques mots rapides, à l'abri des regards. Mais peu à peu, ces instants volés devinrent la chose la plus précieuse de la vie d'Isabelle. Miguel ne lui parlait pas comme les maîtres parlent à leurs esclaves. Il l'interrogeait sur ses rêves, ses peurs, ses souvenirs d'enfance. Il lui parlait des livres qu'il lisait, des endroits qu'il voulait visiter, des injustices qui le révoltaient. « Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait si les choses étaient différentes ?» demanda-t-il un après-midi, alors qu'ils se rencontraient près du ruisseau qui séparait les deux fermes. Isabelle, qui lavait du linge au bord de l'eau, leva les yeux, surprise. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» « Miguel, corrigea-t-il doucement. Quand on est seul, je suis juste Miguel. » Elle secoua la tête, effrayée. « Je ne peux pas, monsieur. Ce ne serait pas bien. »« Et qu'y a-t-il de bien dans ce monde ?» répondit-il amèrement. « Est-il bien qu'on te traite comme une propriété? Est-il bien qu'on donne quelqu'un? Est-il bien que je naisse avec une cuillère en argent dans la bouche, tandis que toi… » Il s'arrêta quand il vit des larmes dans ses yeux. « Je suis désolé, » dit-il en s'approchant. « Je ne voulais pas te faire pleurer. Ce n'est pas ta faute si… » « Miguel, » murmura-t-elle son nom comme une prière. « C'est juste que… parfois, j'oublie qu'il y a de la bonté dans le monde. » C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé entre eux. Ce qui avait commencé par de la compassion d'un côté et de la gratitude de l'autre s'est transformé en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Miguel commença à laisser de petits cadeaux à Isabelle. Une fleur cueillie dans le jardin, un bonbon emballé dans du papier, un mot avec une citation d'un livre. Elle, à son tour, lui répondait par de petits gestes. Un mouchoir brodé pendant ses rares heures de libre, un thé spécial aux herbes sauvages, un sourire plus précieux que de l'or. « Isabelle, » dit-il lors d'un de ces après-midi volés, « tu sais que ce que je ressens pour toi n'est pas… » « Ne dis rien !» l'interrompit-elle en posant la main sur ses lèvres. « S'il te plaît, ne dis rien, sinon ça deviendra réel et les choses réelles peuvent être brisées. » Mais il était trop tard. L'amour avait fleuri entre eux, grandissant dans l'ombre, nourri de regards furtifs et de paroles murmurées. Et comme toutes les passions interdites, il portait en lui à la fois la promesse du paradis et la menace de la destruction. Pendant 3 mois, Isabelle et Miguel ont réussi à garder leur histoire secrète. Mais dans une société où chaque geste était observé, chaque mouvement interprété, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le remarque. Celle qui les dénonça était Justina,
une esclave âgée qui avait servi dans la maison du colonel pendant 15 ans. Amère de n'avoir jamais connu l'amour ni la gentillesse, elle ne supportait pas de voir le bonheur tranquille qu'Isabelle irradiait ces derniers temps. Un dimanche matin, alors qu'Isabelle revenait de la messe, Justina la suivit jusqu'à l'endroit où elle rencontrait habituellement Miguel. Cachée derrière un arbre feuillu, elle regarda Miguel prendre les mains d'Isabelle dans les siennes et murmurer des mots qui la firent sourire. « Je t'aime, Isabelle. Je sais que c'est fou, je sais que ça pourrait nous détruire, mais je ne peux plus faire semblant de ne plus le ressentir. Et je t'aime aussi, répondit-elle, les larmes aux yeux, même si je sais que cet amour pourrait me coûter la vie. » Justina regarda Miguel se pencher et embrasser doucement les lèvres d'Isabelle. Le premier baiser de la vie de la jeune femme, doux et désespéré à la fois. Le lendemain matin, Justina chercha Dona Carmem. « Madame, dit-elle en feignant la réticence, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Isabelle. » La révélation s'abattit sur la famille du colonel comme une tempête dévastatrice. Dona Carmen, hystérique à l'idée d'un scandale, courut vers son mari et l'accusa. « Cette misérable, cette créature, elle a séduit le fils des Mendonça, elle va déshonorer notre famille. » Le colonel Tavares, homme au tempérament violent, sentit la fureur l'envahir. Selon lui, Isabelle avait commis le plus grand des crimes, oublié sa place. « Amenez-la ici, maintenant !» rugit-il. Isabelle fut traînée dans le bureau de son patron par 2 contremaîtres. Elle faisait la lessive lorsqu'elle fut surprise, les mains encore ruisselantes d'eau et de savon. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde ne l'entende. « Alors c'est vrai ?» demanda le colonel d'une voix dangereusement basse. « Toi, un esclave, tu as osé toucher un blanc, un noble ?» Isabelle tremblait, mais gardait les yeux baissés. « Monsieur, je... » « Réponds !» cria-t-il en frappant du poing la table en acajou. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle. La première gifle fut si violente qu'elle la fit tomber à terre. La seconde lui fit saigner la lèvre. Isabelle ne cria pas. Elle avait appris dès son plus jeune âge que crier ne faisait qu'empirer les choses. « Tu paieras pour cette insolence !» siffla le colonel. « Tu apprendras à te comporter comme tu le mérites, même si je dois te briser tous les os. » C'est alors que Miguel est apparu à la porte du bureau. « Enlève tes mains d'elle !» dit-il, sa voix portant une autorité qu'Isabelle n'avait jamais entendue. Le colonel se retourna, surpris. « Michael, que fais-tu ici ? » « Je suis venu chercher Isabelle, » répondit-il en entrant dans la pièce sans demander la permission. « Et je suis venu assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. »« Responsabilité ?» cria presque Dona Carmem. « Cette garce t'a séduite. » Miguel la regarda droit dans les yeux, ses yeux verts, étincelants de colère. « Isabelle n'a séduit personne, madame. C'est moi qui l'ai cherchée, c'est moi qui ai insisté. Et c'est moi qui suis tombé amoureux. » Le silence qui suivit fut absolu. Isabelle, toujours au sol, leva les yeux vers Miguel avec un mélange d'adoration et de terreur. Il venait de lui avouer publiquement quelque chose qui pouvait les détruire tous les deux. La nouvelle du scandale parvint aux oreilles de Dom Francisco avant le coucher du soleil. Le patriarche de la famille Mendonça sentit son honneur publiquement brisé. Dans une société où la réputation valait plus que l'or, avoir un fils lié à une esclave était une souillure inacceptable. Cette même nuit, une délégation quitta la ferme Santo Antonio en direction de la propriété du colonel. Dom Francisco, accompagné de ses 2 fils aînés et de plusieurs contremaîtres armés, avait un objectif clair: mettre un terme à cette absurdité une fois pour toutes. Isabelle était enfermée dans un garde-manger sombre lorsqu'elle entendit des bruits de chevaux et des voix s'élever depuis la cour principale. Son cœur se glaça en reconnaissant la voix grave de Dom Francisco qui transperçait la nuit. « Où est mon fils ?» La conversation qui suivit dans la pièce principale se fit entendre dans toute la maison. Dom Francisco n'y alla pas par 4 chemins. « Miguel, tu as déshonoré notre famille. Cette chose, dit-il à Isabelle, a corrompu ton esprit et terni notre nom. » « Isabelle n'a rien corrompu, »
répondit fermement Miguel. Elle m'a appris ce qu'est le véritable amour. Amour? Dom Francisco cracha le mot comme s'il s'agissait d'un poison. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, c'est de la luxure, du caprice, de la folie juvénile. C'est l'amour, répéta Miguel, plus fort cette fois, et je vais l'épouser. Le silence qui suivit fut si profond qu'Isabelle pouvait entendre son propre cœur battre dans l'obscurité du garde-manger. « Jamais, dit finalement Dom Francisco, chaque mot empreint d'une fureur contenue. Je ne permettrai jamais à l'un de mes fils d'épouser une esclave. Je préférerais le voir mort. Alors tue-moi, le défia Miguel, parce que je ne la livrerai pas. » C'est alors qu'Isabelle a su. L'homme qu'elle aimait était prêt à mourir pour elle. Dom Francisco savait qu'il ne pouvait pas simplement tuer son propre fils. Cela provoquerait un scandale encore plus grand. Mais il ne pouvait pas non plus laisser cette aberration perdurer. Il fit donc ce que les hommes de sa position faisaient toujours. Il utilisa son pouvoir pour anéantir quiconque se dressait sur son chemin. « Très bien, Miguel, dit-il avec une froideur calculée. Si cette esclave est si importante pour toi, alors choisis, elle ou ta famille. » L'ultimatum résonna dans la maison comme un coup de canon. Si tu choisis de rester avec elle, tu seras déshérité. Tu ne pourras plus jamais porter le nom de Mendonça. Tu ne toucheras plus jamais un sou des caisses familiales. Tu vivras comme un roturier, travaillant de tes propres mains, sans toi. Dom Francisco s'arrêta, savourant la puissance de ces mots. Mais si tu choisis ta famille, ta position, ton avenir, elle sera vendue à la plantation de canne à sucre la plus éloignée que je puisse trouver, très loin, où tu ne la reverras plus jamais. Le dilemme était cruel dans sa simplicité. Miguel pouvait conserver sa position sociale ou Isabelle, mais pas les deux. Isabelle, qui écoutait à travers la fine paroi du garde-manger, sentit son monde s'écrouler. Il savait quelle réponse Miguel devait donner, la seule réponse sensée. Aucun homme n'abandonnerait tout, famille, fortune, position sociale, pour un esclave. Mais alors il entendit sa voix, ferme et claire. « Je choisis Isabelle. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de décisions désespérées. Dom Francisco, furieux du choix de son fils, ordonna qu'Isabelle soit immédiatement préparée pour être expédiée vers une sucrerie de l'intérieur de Bahia, un voyage dont elle ne reviendrait certainement jamais. Miguel, à son tour, fut reconduit à la ferme Santo Antonio et enfermé dans sa chambre, sous la surveillance de 2 surveillants armés. Dom Francisco espérait qu'une nuit de réflexion ramènerait son fils à la raison. Mais Miguel n'était pas prêt à accepter ce sort. À l'aide d'une corde faite de drap, il descendit par la fenêtre de sa chambre vers minuit. 15 minutes plus tard, il chevauchait Storm, son alezan préféré, et regagnait au galop la ferme Silva. Il est arrivé juste au moment où Isabelle était placée dans une charrette, les mains liées, escortée par 3 hommes armés qui allaient l'emmener. « Isabelle !» Son cri résonna dans la nuit. S'ensuivit un combat acharné, mais inégal. Miguel affronta les 3 hommes avec la force du désespoir, encaissant coups de poing, coups de pied et sang, mais il ne recula pas. Isabelle, même ligotée, parvint à se libérer et à l'aider, ramassant une pierre et frappant l'un des contremaîtres. Ensemble, ils maîtrisèrent momentanément les hommes, montèrent leurs chevaux et galopèrent dans la forêt, se dirigeant vers l'obscurité de la nuit. Ils étaient libres, mais ils étaient aussi seuls au monde, seuls l'un avec l'autre. Pendant 3 jours, Isabelle et Miguel parcoururent des sentiers oubliés, dormant en plein air, buvant l'eau des ruisseaux et mangeant des fruits sauvages. Miguel avait amassé quelques pièces d'or avant de s'enfuir, mais il savait qu'elles ne dureraient pas longtemps. Le 3e jour, ils arrivèrent dans un village isolé où personne ne les connaissait. Miguel vendit son cheval et ses bijoux, acheta des vêtements simples et loua une petite chambre dans une modeste pension. « Maintenant, nous ne sommes plus que Miguel et Isabelle, » dit-il en lui tenant les mains. « Pas de titre, pas de position, pas de famille, c'est ça que tu veux ?» Isabelle observa la modeste petite pièce, mur écaillé, meubles bruts,
une seule petite fenêtre. C'était l'opposé de tout ce que Miguel avait connu toute sa vie. Mais c'était aussi la liberté. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu », répondit-elle en l'embrassant. Miguel trouva du travail comme scribe dans une petite boutique, profitant de son éducation privilégiée pour gagner honnêtement sa vie pour la première fois de sa vie. Isabelle cousait et brodait pour les femmes du village. L'argent était rare, la vie était dure, mais elles étaient heureuses comme Miguel ne l'avait jamais été dans sa demeure de marbre. Le soir, allongé sur le mince matelas, Miguel lisait à Isabelle les livres qu'il pouvait emprunter. Elle, qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire, écoutait avec fascination les histoires d'autres mondes, d'autres époques. Petit à petit, il commença à lui apprendre à lire et à écrire, une compétence rare, même chez les femmes blanches de l'époque. « Je veux que tu aies tout ce qui t'a été refusé, » dit-il en guidant sa main, tandis qu'elle traçait les premières lettres. « Je l'ai déjà, » répondait-elle. « Je tais-toi. » 6 mois après leur fugue, Miguel et Isabelle se marièrent dans une petite chapelle du village. Pas de fête fastueuse, pas d'invités de marque, pas de dot, juste eux deux, le prêtre du village et 2 témoins, la propriétaire de la pension où il logeait et le propriétaire du magasin où Miguel travaillait. Isabelle portait une simple robe blanche en coton qu'elle avait cousue elle-même. Miguel portait un costume modeste acheté avec ses économies. Mais lorsqu'ils échangèrent de simples alliances en argent, leurs yeux brillèrent d'un bonheur qu'aucune cérémonie aristocratique ne pouvait surpasser. « Isabelle de Mendonça », dit Miguel en quittant la chapelle, « comme cela sonne bien. » Elle rit, toujours peu habituée à l'idée d'avoir un nom de famille. Toute sa vie, elle avait été simplement Isabelle, l'esclave. Maintenant, elle était une épouse, elle était libre, elle était quelqu'un. « Miguel », dit-elle en s'arrêtant au milieu de la petite place poussiéreuse, « es-tu sûr? Tu peux encore revenir. Ton père te pardonnera peut-être. » Il l'interrompit avec un doux baiser, inconscient des regards curieux des habitants de la ville. « Ma vie a commencé le jour où je t'ai vu, » murmura-t-il contre ses lèvres. Avant, tout n'était qu'attente. 2 ans passèrent. Miguel et Isabelle menèrent une vie modeste mais aimante dans ce petit village. Lui était devenu un marchand respecté. Elle était réputée pour ses broderies exquises. Il possédait une petite maison simple, un potager dans l'arrière-cour et projetait d'avoir des enfants. Un samedi matin, alors qu'Isabelle revenait du marché, elle aperçut une élégante calèche garée devant sa maison. Son sang se glaça en reconnaissant les armoiries de Mendonça gravées sur la porte. À l'intérieur de la maison, Miguel parlait à un homme qu'Isabelle mit un moment à reconnaître. C'était Carlos, son frère aîné, aux cheveux gris et au visage marqué par le temps. « Isabelle, » dit Miguel en se levant à son entrée, « mon frère m'apporte des nouvelles. » Carlos regarda Isabelle avec une expression mêlant curiosité et gêne. C'était la première fois qu'il voyait la femme qui avait poussé son frère à tout abandonner. « Notre père est décédé il y a 3 mois, » dit-il sans détour. « Il a laissé un testament. » Isabelle sentait ses jambes faiblir. Après 2 ans, le passé revenait les réclamer. « Et ?» demanda Miguel, apparemment impassible. « Tu as été pardonné, » continua Carlos. « Le testament te rétablit comme héritier. Ta part d'héritage t'attend. C'est une fortune considérable. » Miguel prit la main d'Isabelle, entrelaçant leurs doigts. « Et Isabelle ?» Carlos hésita. « Le testament mentionne que tu peux retourner auprès de ta famille, à condition d'abandonner certaines associations inappropriées. » Le silence qui suivit fut tendu. Isabelle comprit immédiatement. Elle était l'association inappropriée qu'il fallait abandonner pour que Miguel retrouve sa place. « Donc rien n'a changé, » dit finalement Miguel. « Miguel, » murmura Isabelle, « peut-être que tu devrais... » « Non, » l'interrompit-il fermement. « J'ai déjà choisi ma vie, j'ai déjà choisi ma famille. » Il regarda Carlos. « Et à tous ceux que ça intéresse que Miguel de Mendonça est mort, le jour même où mon père l'a déshérité. La seule personne ici est Miguel, le mari d'Isabelle. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Carlos secoua la tête, un mélange d'admiration et de pitié dans le regard. «
Tu as toujours été têtu, mon frère, mais cette fois, tu as peut-être raison. » Il se leva, ajusta son chapeau et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Si tu changes d'avis, nous ne changerons pas, » dit Miguel doucement, mais avec une fermeté absolue. Alors que la voiture s'éloignait, soulevant un nuage de poussière sur la route poussiéreuse, Isabelle se jeta dans les bras de Miguel en pleurant. « Tu as donné une fortune pour moi, » sanglota-t-elle. « Je n'ai rien abandonné, » répondit-il en lui caressant les cheveux. « J'ai tout gagné, je t'ai gagné. » Non, les années qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Isabelle. Elle et Miguel prospérèrent dans la petite ville, bâtissant non seulement une entreprise florissante, mais aussi une réputation d'honnêteté et de gentillesse. Miguel développa son commerce, devenant un intermédiaire respecté entre les agriculteurs de la région et les marchands des grandes villes. Isabelle, en plus de ses broderies, célèbres dans toute la province, commença à apprendre à lire et à écrire à d'autres femmes, une initiative révolutionnaire pour une ancienne esclave, à une époque où même les femmes blanches aisées avaient rarement accès à l'éducation. En 1827, 4 ans après leur fuite, naquit leur première fille, Maria, une fille aux yeux verts comme son père et aux cheveux noirs comme sa mère. Lorsque Miguel la prit dans ses bras pour la première fois, des larmes coulèrent sur son visage. « Elle sera libre dès le premier jour de sa vie, » murmura-t-il. « Elle ne connaîtra jamais les chaînes. » Isabelle, encore affaiblie par l'accouchement, sourit. « Et elle sera instruite. Elle saura lire, écrire et penser par elle-même. Comme une mère, » dit Miguel en embrassant le front de sa femme. 2 ans plus tard, João arriva. Un garçon intelligent et curieux qui connaissait déjà ses premières lettres à l'âge de 3 ans. En 1831, Anna naquit, douce et rêveuse comme sa mère. La simple maison de 2 pièces s'agrandit progressivement. Il comptait désormais 5 chambres, un grand salon où Élisabeth donnait ses cours et une cuisine spacieuse où la famille se réunissait chaque soir pour dîner et discuter. Miguel ne porta plus jamais de beaux vêtements ni ne monta à cheval pour le plaisir. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant calleuses, à force de travail honnête. Mais il était heureux comme il n'avait jamais pu l'être dans sa vie privilégiée. Isabelle, à son tour, découvrit la joie d'être respectée. Au village, on la surnommait Donna Isabelle, l'institutrice. Les femmes venaient lui demander conseil, les hommes la saluaient respectueusement dans la rue. Ses enfants grandirent libres, instruits et aimés. Le soir, quand les enfants dormaient, Miguel et Isabelle restaient assis sur le porche de leur modeste maison. Lui faisait la lecture, elle brodait à la lumière d'une lampe. Ils parlaient des petits événements de la journée, planifiaient l'avenir de leurs enfants, rêvaient des livres qu'ils achèteraient ou des améliorations qu'ils apporteraient à la maison. « Le regrettes-tu » demanda Isabelle un soir en regardant les mains calleuses de son mari. « De quoi » Il leva les yeux de son livre. « Pour avoir tout abandonné pour moi. » Miguel ferma le livre, se pencha et embrassa doucement le front de sa femme. « Isabelle, mon amour, je n'ai rien abandonné. J'ai troqué une prison dorée contre une vraie vie. J'ai troqué un nom vide contre une vraie famille. J'ai troqué une existence vide contre un amour qui me complète. » Il a montré la maison où dormaient ses 3 enfants. Regardez ce que nous avons bâti, non pas avec l'or hérité, mais avec nos propres mains, notre sueur, notre amour. Cela vaut plus que tous les titres de noblesse du monde. En 1835, 12 ans après leur fuite, le village où ils vivaient fut élevé au rang de ville. Miguel fut choisi par les habitants pour être le premier maire élu, un honneur qu'il accepta humblement. Isabelle, aujourd'hui âgée de 30 ans et respectée dans toute la région, a ouvert une petite école où elle enseignait aux filles et aux garçons pauvres à lire et à écrire. Une entreprise modeste mais révolutionnaire pour l'époque où même l'éducation de base était un privilège réservé à quelques-uns. L'éducation est ce qui libère véritablement, disait-elle à ses élèves. Si vous savez lire, écrire et penser, vous serez véritablement libre où que vous soyez né.
Ces paroles résonnaient avec l'autorité de quelqu'un qui avait connu l'esclavage et gagné la liberté. Les enfants de Miguel et Isabelle ont grandi en écoutant l'histoire de la rencontre de leurs parents. Maria, l'aînée, disait souvent qu'elle voulait épouser un homme courageux comme son père. João rêvait de devenir médecin pour aider les pauvres. Anna voulait devenir enseignante comme sa mère. « Tu peux être ce que tu veux », disait toujours Miguel. « Tu es né libre, tu es né aimé, tu es né avec des opportunités que ta mère et moi avons dû mériter. Profite bien de cette liberté. » En 1841, 18 ans après leur évasion, une élégante voiture s'arrêta de nouveau devant la maison de Miguel et Isabelle. Cette fois, une jeune femme en descendit, élégamment vêtue, mais le regard marqué par la souffrance. C'était Béatrice, la sœur de Miguel, dont la fête de mariage avait été le théâtre de l'humiliation d'Isabelle tant d'années auparavant. « Miguel » appela-t-elle avec hésitation à la porte. Élisabeth, désormais mûre et sûre d'elle, ouvrit la porte elle-même. Elles se reconnurent immédiatement, même si elles avaient beaucoup changé. « Béatrice » dit Miguel derrière sa femme. « Quelle surprise !» La sœur regarda autour d'elle la maison simple mais confortable, regarda les enfants jouer dans la cour, remarqua le bonheur authentique qui rayonnait du couple. « Je dois m'excuser, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Pour cette nuit terrible, pour avoir été complice de ton humiliation, Isabelle, pour avoir gardé le silence toutes ces années. » Isabelle s'est approchée et, à sa grande surprise, a pris les mains de Béatrice. « Tu étais jeune, » dit-il doucement, « et tu as vécu une époque cruelle. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Béatrice raconta alors son histoire. Son mariage arrangé avec Dom Henrique Silva avait été un cauchemar. Il était violent, cruel, et la traitait davantage comme une propriété que comme une épouse. Elle avait vécu 18 ans dans une prison dorée, humiliée quotidiennement. « Quand Henri est mort l'année dernière, » a-t-elle poursuivi, « j'ai senti pour la première fois que je pouvais respirer, mais j'ai aussi réalisé que j'avais gâché ma vie entière parce que j'avais peur de défier les conventions. » Miguel et Isabelle échangèrent un regard compréhensif. « Je suis venue ici parce que je veux apprendre, » a poursuivi Béatrice. « Je veux apprendre à vivre comme vous, avec courage, avec un amour véritable, avec liberté. » Isabelle sourit. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Béatrice resta au village quelques mois, aidant Isabelle à l'école et lui apprenant à vivre simplement, mais pleinement. À son départ, elle emporta avec elle non seulement le pardon de ses frères, mais aussi une nouvelle perspective sur la vie. Les années passèrent. Miguel et Isabelle vieillirent ensemble, voyant leurs enfants grandir, se marier et avoir leurs propres enfants. L'école d'Isabelle forma des centaines d'élèves, dont beaucoup devinrent enseignants, médecins et avocats, des professionnels qui contribuèrent à bâtir une société plus juste. En 1888, lorsque la Lei Áurea, loi d'or, abolit enfin l'esclavage au Brésil, Isabelle avait 63 ans. Ce jour-là, elle rassembla tous ses anciens élèves, désormais adultes, sur la place principale de la ville. « Aujourd'hui, » dit-elle d'une voix toujours ferme, malgré son âge, « le Brésil tout entier a obtenu ce que nous avons obtenu il y a 65 ans, la liberté. Mais n'oubliez jamais, il ne suffit pas d'être libre sur le papier, il faut être libre dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. » Miguel, maintenant avec des cheveux complètement blancs mais toujours avec les mêmes yeux verts passionnés, tenait la main de sa femme. « Isabelle m'a appris que le véritable amour ne connaît pas de barrière, a-t-il déclaré à la foule. Ni la couleur, ni la classe sociale, ni l'origine. Le véritable amour ne voit que l'âme. Et lorsque deux âmes se reconnaissent, rien au monde ne peut les séparer. » Miguel mourut en 1889 à l'âge de 70 ans, dormant paisiblement aux côtés d'Isabelle après 49 ans de mariage. Isabelle le suivit 3 ans plus tard, en 1892, à l'âge de 67 ans, murmurant son nom dans ses derniers instants. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière de la petite ville qu'ils avaient contribué à construire. Leur tombe, simple mais toujours fleurie par les habitants, ne porte que leur nom et une inscription
Le véritable amour est éternel. L'école fondée par Élisabeth est toujours en activité aujourd'hui, plus de 180 ans plus tard. À l'entrée, une plaque de bronze raconte brièvement l'histoire de celle qui, grâce à un don d'esclave, est devenue l'éducatrice la plus respectée de la région. Les descendants de Miguel et Isabelle se sont répandus dans tout le Brésil, emportant avec eux les valeurs que leurs arrière-grands-parents leur ont enseignées. Que chaque personne a de la valeur, que l'amour peut surmonter tout préjugé, que l'éducation libère, que le courage peut changer le monde. Cette histoire vraie d'Isabelle et Miguel nous apprend que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, l'amour peut s'épanouir. Elle nous rappelle que chaque personne, quelles que soient ses origines, sa couleur ou son statut social, mérite d'être aimée, respectée et de pouvoir rêver. En 1823, Isabelle n'était qu'une simple esclave offerte en cadeau, mais l'amour de Miguel la transforma en femme libre, éducatrice, mère et épouse respectée qu'elle avait toujours rêvé d'être. Et elle, à son tour, transforma Miguel, jeune noble privilégié, en homme véritablement honorable. Combien d'Isabelle y a-t-il aujourd'hui parmi nous, attendant simplement qu'on les considère comme des êtres humains dignes d'amour? Combien de Miguel ont besoin de trouver le courage de défier les préjugés et de se battre pour ce qui est juste? L'amour d'Isabelle et Miguel a commencé lors d'une nuit d'humiliation et s'est transformé en une histoire de rédemption qui durera toute une vie. La preuve que lorsque l'amour est vrai, aucune barrière n'est assez forte pour l'arrêter. Et toi, cher ami qui nous regarde, crois-tu que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles? Raconte-nous dans les commentaires une histoire d'amour qui t'a inspiré, qu'elle soit tirée de ta propre vie ou de celle d'une connaissance. Nous aimerions connaître ton avis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela nous permet de continuer à vous proposer des histoires émouvantes comme celle-ci. Et abonnez-vous à la chaîne. Nous approchons des 1000 abonnés, un cap crucial qui nous permettra de créer encore plus de contenu sur des femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces histoires qui célèbrent la force féminine et le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Car au final, comme l'ont prouvé Isabelle et Miguel, le véritable amour ne tient pas compte de la race, de la classe sociale ou de l'origine. Il ne voit que deux âmes qui se reconnaissent et décident de cheminer ensemble, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Jusqu'à la prochaine histoire, et n'oubliez pas, vous aussi méritez d'être aimé exactement comme vous êtes.